Bonjour à tous, aujourd'hui la huitième partie de la Révolution française. La dernière partie a été consacrée à le droit de veto que le roi avait mis pour les émigrés et les prêtres réfractaires. Bien sûr, il faut savoir que je parle toujours de Paris, mais tout ce qui se passe est bien sûr consacré pour le royaume de France. Et Marie-Antoinette va demander de l'aide à son frère d'Autriche. Malheureusement, ça va mal se passer, il va pas lui donner de l'aide. Celui-là qui a le pouvoir momentanément en Autriche s'appelle Léopold II et va aussi pas aider la reine Marie-Antoinette. Donc en 1792, on a plus de problèmes qu'en 1789. On a des émeutes, en plus que ça, l'hiver est super rude, la récolte est très mauvaise, tout monte, les prix encore une fois du pain vont encore une fois augmenter, donc il faut trouver un moyen de détourner le peuple, et le seul moyen c'est de faire bien sûr la guerre. Vous savez que les États-Unis sont numéro 1 dans ce genre de choses. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ils font la guerre parce qu'ils ont aussi une caste militaire qui est extraordinaire et la plus puissante du monde, donc il faut la payer, et il faut aussi bien sûr que cette machine économique nous donne des récompenses, donc du coup il faut qu'on travaille, et c'est une façon de détourner les vrais problèmes qu'il y a bien sûr dans le royaume. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1792, la France est le pays le plus peuplé en Occident. Donc c'est quand même pas mal du tout. 135 000 personnes font partie de la garde nationale et l'Autriche a que 35 000 soldats. Le seul problème, c'est que beaucoup de soldats sont rentrés dans l'armée en 1789, donc on n'est pas très organisé, pas très discipliné, et il manque quand même beaucoup d'expérience. Il faut savoir aller à la bataille et se battre pour la patrie avec une arme, c'est pas n'importe quoi, c'est tout oublier, sa femme, ses enfants et tous les attributs qui peuvent nous faire penser à la maison. Alors donc du coup, est-ce que le roi va adhérer? Bien sûr, parce que un, il n'a pas vraiment le choix, déjà qu'il a refusé plusieurs choses, et de deux, il pense comme un stratège, il se dit, si la guerre, on la gagne, il est le roi de la patrie, et si la guerre est perdue, il espère bien sûr que les autres pays qui sont sous une tutelle d'une monarchie vont le délivrer, parce que pour le moment, soyons honnêtes, il est en prison dans les Tuileries, surtout après la fuite de Varennes. Le 20 juin 1792, on déclare la guerre. C'est Robespierre qui va déclarer la guerre, et le 24 avril 1792, c'est l'invention, bien sûr, que vous connaissez tous, de l'hymne national inventé par Rouget de Lille, et on dit que ça vient d'une symphonie de Mozart. Et bien sûr, on va vous dire que la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec la Révolution française, sachant que Mozart était franc-maçon, bien sûr. Un peu plus tard, nous allons rentrer en guerre. Nous croyons bien sûr que nous allons faire une victoire écrasante, parce que au niveau des hommes, on a beaucoup plus d'hommes que les Prussiens et les Autrichiens. Malheur, pendant la bataille, Lafayette n'arrive pas à contenir ses soldats. Ils prennent peur, comme je vous ai dit, ils n'ont pas d'expérience, ils n'ont jamais été à la bataille. Ça sera une guerre épouvantable. La Révolution va perdre cette guerre, et le but de cette guerre était tout simplement pour propager la Révolution française et les idées du siècle des Lumières, en sachant qu'on n'avait même pas encore compris le sens de la Révolution française. Allons un peu plus loin. Maintenant, on retourne en France, on retourne donc à Paris. Et donc là, on se pose les questions, comment se fait-il qu'on a perdu la guerre? Et bien sûr, il faut trouver un mouton noir. Et qui va trouver le mouton noir? Les Jacobins. Ils vont dire que c'est la faute de la garde royale, qu'elle n'a pas suivi les instructions, et que c'est à cause de ça qu'on a perdu la guerre contre les Prussiens et les Autrichiens. Et on demande tout simplement le licenciement de la garde royale, que tout devient unité et devient garde nationale. Le roi va mettre bien sûr le droit de veto, et encore une fois, il va perdre dans la popularité, parce que là, les gens vont dire, bon, l'Assemblée constituante va dire, ce roi refuse tout. Il a refusé les prêtres réfractaires, les immigrés, maintenant il veut pas que la garde royale devienne une garde nationale.
à quoi il sert ce roi. Donc ça va se retourner un tout petit peu contre lui, mais il va mettre encore une fois son veto. Les cordeliers, bien sûr, vous savez, eux, c'est un peu la, on va pas dire la bourgeoisie, mais c'est plutôt la canaille, j'appelle ça. Eux, le 20 juillet 1792, vont faire encore une fois une manifestation qui va être encore une fois sanglante, et eux ils vont aller donc cette fois-ci aux Tuileries, ils vont faire encore plus fort qu'avant. Et donc le 20 juillet 1790, ils pénètrent les Tuileries, il y aura des morts, des gardes suisses comme d'habitude, on crève tout le monde meurt. Et une fois qu'on pénètre, on voit le roi est pris carrément en otage, imaginez-vous, et le roi n'est pas seul, hein. Il y a quand même une femme qui est Marie-Antoinette et un enfant, on oublie toujours cet enfant. Et là, il y a un des soldats ou des émeutiers, appelez ça comme vous voulez, qui va voir le roi et qui va dire pourquoi vous n'avez pas signé les choses sur les prêtres réfractaires, les immigrés et la constitution, la garde royale. Et le roi dit tout simplement, parce que la constitution me donne le droit de le faire, j'ai le droit de mettre le veto et dire cette loi passe et cette loi passe pas. Donc on va trouver une certaine humiliation au roi, tout simplement on va lui mettre le bonnet phrygien sur sa tête. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'est le bonnet phrygien, c'est les Romains qui utilisaient le bonnet phrygien pour les esclaves affranchis. Ça veut dire des esclaves de la nation, mais qui ont un peu plus de droits que la norme. Vous voyez que c'est un symbole très très fort. Le 25 juillet, ça va sauter dans tous les sens. Et il y a Brunswick, donc celui-là qui fait partie de la monarchie prussienne, qui va rentrer en révolte contre la France. Et je vais lire le texte qu'il a donc envoyé à la France. Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté le Roi de Prusse appellent et invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, sous-signé général commandant en chef des deux armées, déclare que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de la ligne française sont tous sommés de revenir à leur ancienne fidélité et de se soumettre sur le champ au roi leur légitime souverain. Vous voyez que le message est très clair. Que la ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur le champ et sans délai du roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté et de leur assurer ainsi qu'à toutes les personnes royales l'inviolabilité et le respect auquel le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains. Leur majesté impériale et royale rendent personnellement responsables de tous les événements sur leur tête pour être jugés militairement sans espoir de pardon. Tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et toutes autres qu'ils appartiendront, donc on a un peu du mal à comprendre, sur leur foi et parole de empereur et de roi. Que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, écoutez bien, c'est ce qui vient de se passer, de toute façon le 20 juillet 1792, qu'il s'est fait la moindre violence, la moindre outrage à leur majesté, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conversation et à leur liberté, elles en tirant une vengeance exemplaire et à jamais mémorable en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale et les révoltes coupables d'attentats au supplice qu'ils auront mérité. Vous voyez que le message est très clair. On a dit que ce texte qui a été bien sûr orchestré par Marie-Antoinette et les immigrés de Paris, bien sûr, à prendre avec certains pincettes. Ce qui va se passer à Paris est encore beaucoup plus cruel. Bien sûr, le texte va être de nouveau diffusé. Les porte-paroles vont bien sûr utiliser ce texte, surtout à dire que les Allemands ne vont pas nous dire comment on doit vivre. On va utiliser le texte comme torchon de papier. Je mets les détails bien sûr de côté. Et maintenant, la question est, qu'est-ce qui va se passer ? Première chose, une chose est sûre, l'opinion publique va peut-être se détourner contre le roi, tout simplement parce que Monsieur Veto refuse tout. Et deuxième chose, va-t-on attaquer les Tuileries? Ça, c'est pour la prochaine vidéo qui sera que consacrée au 10 août 1792. Voilà, j'espère que vous avez adhéré à la vidéo. N'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.